Je vous propose, étant donné qu'on a un timing assez serré, d'enchaîner non pas avec un débat comme ça a été annoncé, mais par la présentation qui est devenue un peu un rituel des assises de ce qu'on appelle le baromètre social. Et ce baromètre social s'enchaînera avec la présentation d'un accord qui vient d'être signé entre le SPIL et les principaux syndicats de journalistes sur les barèmes de rémunération. Et vous pourrez, à ce moment-là, effectivement, échanger sur le contenu de cet accord. Alors, le baromètre social, comme vous le savez, généralement se décline entre, dans un premier temps, les statistiques de la profession, un deuxième temps, les gros dossiers sociaux de l'année, et puis un focus qui, cette année, est consacré à la presse numérique d'information indépendante. Alors, comme chaque année, le baromètre social n'est pas une production d'une personne, c'est avec la collaboration de toute une série d'institutions, à commencer par la correspondance de la presse, la commission de la carte de presse, les syndicats SNJ, SNJ-CGT et CFDT journalistes. Et cette année, comme je le disais à l'instant, nous avons pu bénéficier de l'apport d'une enquête réalisée par le SPIL et Audience qui nous ont permis de préciser ce que sont les contours de ce secteur qui a été longtemps un secteur émergent, qui est un secteur qui est installé dans le paysage des médias, qui est celui de la presse numérique d'information indépendante. Alors, si je commence par les statistiques de la profession, qui nous sont fournies donc par la commission de la carte, cette année est une année de redéveloppement, je dirais, de la profession. Vous savez que depuis 2009, on avait plutôt un recul tendanciel des effectifs de la profession. L'année dernière, on avait quelque chose qui ressemblait à une stabilisation. Et cette année, on a une petite reprise, je dis une petite parce que ce n'est pas très massif, mais du nombre de journalistes encartés. Vous savez que ce n'est pas forcément tout à fait équivalent au nombre de journalistes en activité, puisqu'un certain nombre n'ont pas forcément la carte de presse. Cette année, on est à 34 519 journalistes encartés, ce qui veut dire une progression qui est de l'ordre de 1,40% pour l'année. Les autres éléments sur lesquels on insiste généralement dans ce baromètre, ce sont les éléments qui relèvent des statuts. Et là, on voit qu'on a une certaine stabilité autour de la question de la précarité. En gros, on est toujours à un quart de la profession qui est, parmi les journalistes disposant de carte de presse, qui connaissent ces statuts de précarité, soit CDD, soit des statuts d'emploi à la pige. En réalité, nous savons bien effectivement que la précarité est un phénomène qui est plus large que ça, puisqu'un certain nombre de journalistes, étant rémunérés par d'autres modes que la pige, sont en réalité, échappent finalement à cette statistique. Autre élément que l'on pointe depuis quelques années, c'est la place effectivement qu'occupent les jeunes journalistes dans la profession, qui est une manière d'observer un peu comment se renouvelle finalement la profession. On est, alors évidemment, d'une année sur l'autre, ça ne peut pas être des choses très différentes. On est toujours à peu près autour de 20% de journalistes qui ont 30 ans ou moins de 30 ans. C'était un peu la définition du jeune journaliste. Et on a toujours, là encore, évidemment, c'est assez logique que ce soit assez stable, hélas, on a toujours un taux de précarité extrêmement élevé, puisqu'on est à 63,31% de précaires dans cette population des jeunes journalistes. Une information qui est assez intéressante, c'est la répartition par genre, puisque ceux qui sortent d'écoles de journalisme et qui entrent dans la profession, en fait, sont plus souvent des femmes. C'est aujourd'hui 52,19% de ces jeunes journalistes qui sont aujourd'hui des femmes. Hélas, si on prend le critère effectivement du genre, on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, cette répartition s'inverse, puisqu'on n'est toujours pas tout à fait à la parité au niveau de la profession. Là, il y a aussi une certaine stabilité, mais même s'il y a à la marge de toute petite progression, on est toujours à 48,25% de femmes dans cette profession.
La commission de la carte, cette année, nous a donné des statistiques régionales, on en a depuis très longtemps, mais sur une période relativement longue, c'est-à-dire que c'est une statistique sur 10 ans. Là, il y a des éléments qui peuvent intéresser certains d'entre vous. On a toujours une hiérarchie dans laquelle l'Île-de-France est surreprésentée, énorme. Je crois que c'est plus d'un journaliste sur deux qui travaille effectivement en Île-de-France. Vu la structure des médias français, ce n'est pas tout à fait surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est que sur 10 ans, une région est particulièrement affectée par un recul du nombre de journalistes, c'est l'Île-de-France. Il y a, je crois, de l'ordre de 7% de journalistes en moins qui travaillent en Île-de-France. Certains interprètent le phénomène dans les toutes dernières années en disant « c'est un phénomène Covid ». J'ai regardé ça en fait sur la progression sur 10 ans. Non, c'est quelque chose qui s'était amorcé précédemment. Autre information assez intéressante, et on retrouvera ça sur les grands dossiers sociaux, c'est que l'autre grosse région affectée par des changements, ce sont les territoires ultramarins. Et là, ça nous renvoie à la question de la fragilisation de la presse ultramarine. Et là, on a un recul sur 10 ans de 20%. Donc quand même quelque chose d'assez massif. Moins facile à interpréter, mais intéressant probablement, notamment pour les titres concernés. La région qui arrive juste derrière l'Île-de-France en nombre de journalistes, c'est la Bretagne. Et la Bretagne est aussi la région où on a eu la plus grosse progression du nombre de journalistes dans, sur les 10 années. On est à plus de 20% de progression. Si on connaît bien les médias bretons, ça nous arrive, lorsqu'on a fait le focus l'année dernière sur la PQR, on a parlé évidemment d'Ouest France, du Télégramme, et de leur politique en matière de développement et d'embauche de journalistes. Probablement qu'on a effectivement une relation entre ces politiques qui ont été menées par ces titres et effectivement ce phénomène de progression des effectifs sur la région. Si on prend les grands dossiers sociaux, ce qui est assez frappant cette année, c'est à quel point pratiquement toute la gamme des médias sont concernés par des dossiers sociaux. Mais c'est vrai, avec des interprétations, des contextes qui sont relativement différents. Le premier qu'on va retrouver, c'est comme l'année dernière, pour ceux qui étaient là, c'est de nouveau la presse quotidienne régionale, la presse locale d'une manière générale et la presse quotidienne régionale, où là on a 9 gros dossiers qui sont des dossiers de plans sociaux, de départ, dans lesquels on retrouve toujours une constante, le fait de vouloir faire partir les emplois qui sont associés à l'imprimé et la volonté de faire rentrer dans les rédactions simultanément, mais pas dans les mêmes proportions généralement, des emplois qui renvoient davantage au type de contenu que l'on attend dans le public, notamment le public le plus jeune, donc plutôt du numérique, plutôt de l'audiovisuel, de la vidéo, plutôt de l'audio, etc. Mais ce sont des dossiers qui sont souvent assez importants. Je prends par exemple les quotidiens comme La Montagne, 24 journalistes, Sud-Ouest, 22 journalistes, Paris-Normandie, 12 journalistes, Courrier-Picard, 17 journalistes qui quittent la presse. Et là, une fois de plus, j'insiste sur ce que je viens d'évoquer. L'autre grand secteur de la presse locale qui est lourdement frappé, c'est la presse ultramarine. Et là, même avec un phénomène de disparition de titres, avec j'ai le nom du titre de la presse réunionnaise qui disparaît. Je suis désolé que je ne retrouve plus. Comment ? Voilà, excusez-moi. Oui, le journal de l'île de la Réunion, sachant que d'autres titres sont par ailleurs à peu près à la même période dans des contextes qui sont assez fragilisés. On a aussi, du côté des quotidiens, quelques dossiers du côté des quotidiens nationaux. C'est vrai que la presse quotidienne nationale, contrairement, enfin je veux dire, différemment, on va dire, à la presse locale, qui continue à connaître des diffusions qui sont plutôt en recul et de manière assez généralisée, c'est vrai qu'on est là face à un secteur qui, depuis quelques années, progresse de nouveau en diffusion et avec des rédactions qui peuvent en bénéficier. Je regardais, je crois que c'est la correspondance de la presse de ce matin,
qui signalait que en janvier, la progression sur un an de la presse quotidienne nationale est de 5%, c'est presque 6%. Donc c'est vrai que c'est assez logique qu'on ait... il n'empêche qu'on a 3 titres qui sont impactés. On a Le Figaro, on a 20 minutes. Dans le cas de 20 minutes, c'est la disparition de la version papier qui intervient et qui se traduit par des disparitions. Et puis, on a forme de presse quotidienne qu'on oublie peut-être parce qu'elle est moins centrale, c'est la presse jeune, où là, c'est le groupe Playback qui, au niveau du titre de l'actu, qui effectivement voit partir un certain nombre de personnes. Deuxième secteur qui me paraît très important, et là on l'avait retrouvé l'année dernière, c'est le secteur de la presse magazine. Pendant très longtemps, le secteur de la presse magazine en France a été un secteur extrêmement porteur, à la fois en termes de création de titres, en termes de prospérité des titres, en termes de lectorat, et particulièrement à l'intérieur de cette presse magazine, des segments comme la presse féminine. Et là, on voit par exemple que cette presse féminine, aujourd'hui, est affectée à la fois par des diminutions d'effectifs, c'est le cas de Marie-Claire, voire des arrêts de titres, c'est le cas par exemple de Cosette. Autre phénomène qui pèse sur la presse magazine, ce sont les transformations capitalistiques et notamment, en l'occurrence, la reprise du groupe Prisma Presse par le groupe Vivendi qui, au global, se traduit par la disparition de 70 postes de journalistes, rien que sur, effectivement, ce groupe Prisma Presse. À noter aussi, en presse magazine, un certain nombre de disparitions de titres, alors qui peuvent être effectivement dans des volumes et des proportions, en termes d'importance de titres, mais c'est par exemple la disparition de la revue du Crieur, la disparition du journal des enfants ou de Ciné Mensuel. Enfin, je voudrais signaler, parce que c'est une information relativement récente, qu'en presse magazine, on a aussi la question de Marianne, son changement de propriétaire, son changement de hiérarchie éditoriale, et qui conduit à des clauses de conscience assez importantes. Plus rarement, on est amené à parler de télévision, mais là, on a plusieurs dossiers en télévision, des dossiers d'arrêt. Évidemment, certains arrêts sont liés à des décisions de l'Arcom, c'est le cas de C8 et de Énergie 12. Donc là, avec des équipes qui doivent soit être reclassées, soit s'arrêter purement et simplement. C'est aussi dans le cas de BFM, l'arrêt de BFM Paris, avec là aussi des questions de reclassement des journalistes qui travaillaient dans cette station, éventuellement ailleurs dans le groupe. Mais le groupe de BFM, RMC BFM, qui au travers du changement de propriétaire, avec l'arrivée du groupe CMA-CGM, voit un certain nombre de clauses de cession. Vous avez peut-être entendu parler de ces clauses de cession. On serait à 60 clauses de cession, pour l'instant non remplacées, et qui toucheraient d'ailleurs davantage, et là je n'ai pas d'explication, les journalistes qui travaillent plutôt sur les versions numériques du groupe. Enfin, on a les décisions, je dirais, de la tutelle, c'est-à-dire des pouvoirs publics, qui pèsent sur France Télévisions et qui conduisent effectivement à des réductions tendancielles d'effectifs dans les différentes stations de télévision. Bien sûr, par rapport à ces diminutions ou ces disparitions, on a de nouvelles télévisions qui arrivent, et notamment, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Bretagne, même si ce n'est pas uniquement sur la Bretagne, on a évidemment Ouest France TV, mais si on se réfère aux premières informations qu'on a, c'est dans des proportions en termes d'effectifs et d'ailleurs de conception même de programmes assez différents de ceux qui disparaissent. À noter aussi en radio 2 dossiers, Europe 2 et RFM, donc le même groupe, où là, ce sont les fragilisations de modèles économiques liées aux baisses d'audience qui conduisent aussi à des départs de journalistes assez importants. Je signale au passage, quelques disparitions, mais on reviendra tout de suite sur la question de la presse numérique d'information. Mais cette année, la disparition de Factuel, la disparition de Mademoiselle et
licenciements dans le cas de Combini. Je voudrais donc maintenant aborder cette question du focus. Je crois que c'est pour moi, ça m'a paru assez intéressant de venir sur cette presse numérique d'information indépendante qui nous est familière, que nous accompagnons les uns et les autres depuis très longtemps, mais on avait du mal à définir, en tout cas pour laquelle on avait peu de repères en termes combien de journalistes sont concernés, comment travaillent ces journalistes, quelles sont les répartitions de genre, quels sont, enfin, tout un tas quelques éléments de base. Or là, on a une formidable opportunité qui nous est apportée par le SPIL, et un travail qui a été fait par le SPIL et Audience, de telle manière à ce que soient analysés les 250, je crois, autour de 250 adhérents de ce syndicat. Alors, comme en même temps, le secteur ne se limite pas forcément complètement au SPIL, ça m'a permis aussi d'aller gratter un peu dans un certain nombre de rédactions, je dirais, qui sont à peu près sur les mêmes profils, mais qui n'ont pas fait le choix ou qui n'ont pas peut-être la possibilité d'adhérer aux critères explicites du SPIL, mais de faire quelques agglomérats. Mais la base essentielle de ce focus est fournie par l'étude. Alors, la première information, enfin, qui m'apparaît, c'était de situer le nombre de journalistes concernés. Il me semble qu'on peut parler d'un peu plus de 2000. Ça n'a pas beaucoup de sens, d'ailleurs, à l'unité près, de vous dire 2010, 2023 ou je ne sais pas quoi, dans la mesure où c'est un secteur où les choses bougent. Mais disons qu'on a tendanciellement un peu plus de 2000 journalistes qui travaillent sur le secteur. Ça veut dire qu'on serait à peu près à 6% de la profession qui est aujourd'hui dans ce secteur où on travaille sur les supports numériques, mais aussi on le travaille dans un contexte d'indépendance éditoriale. La deuxième information, c'était de savoir effectivement si dans ce secteur qui est plus jeune que les autres, c'est un secteur aussi où il y a peu de grandes entreprises, où on a beaucoup de petites structures, il y a quelques grandes rédactions, mais aussi beaucoup de petites structures, de savoir comment se répartit l'emploi selon les statuts. Et là, on voit qu'on est dans un secteur qui est assez marqué par ce qu'on appelle la précarité, qu'il s'agisse des CDD ou la pige. Si je me réfère aux chiffres du SPIL, on aurait 597 dans votre enquête, donc qui se termine en 22, c'est 2018-2022. On a 597 journalistes qui sont en CDI, 110 en CDD et 1173 à la pige. Ça veut dire qu'on est sur un ratio de, en gros, 2 journalistes sur 3 qui sont plutôt sur des statuts de précarité, ce qui est évidemment, lorsqu'on discute avec les uns et les autres, immédiatement rattaché au fait que beaucoup de ces entreprises restent dans des contextes où les modèles économiques sont difficiles à stabiliser et où un certain nombre d'intervenants extérieurs, je pense notamment aux plateformes numériques, peuvent interférer aussi sur les stratégies de ces entreprises. En termes de parité, on avait souvent une image d'une presse, en tout cas dans les premiers temps, qui était plutôt masculine. Là, on s'aperçoit qu'on a une parité qui est absolument équivalente à celle de la profession. On aurait 48,2% de journalistes femmes donc dans ce secteur de la presse indépendante. Autre information intéressante et plutôt optimiste, c'est le taux de progression de l'emploi dans ce secteur. Alors c'est vrai que les effectifs du SPIL entre 2018 et 2024 ne sont pas forcément complètement les mêmes. Il y a aussi probablement de nouveaux adhérents, etc. Mais c'est intéressant de voir que dans cette période-là, on a dans les statistiques 83, donc pratiquement 84% de journalistes en plus. Donc on a dans cette forme de presse. J'ai un petit focus pour une rédaction qui fait partie des adhérents du SPIL, qui est assez intéressant parce que là, c'est un focus sur 10 ans. J'avais demandé à Mediapart s'ils pouvaient me donner quelques chiffres concernant leurs effectifs. On voit que dans le cas des effectifs de Mediapart, entre 2014 et 2024,
on serait passé de 104 journalistes à 326 journalistes. Donc là, on a une progression de pratiquement du triple. Ceci dit, le noyau, je dirais le ferme permanent de la rédaction de Mediapart, c'est-à-dire le noyau des CDI, évolue aussi positivement, mais il double, il ne triple pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi une forte progression du nombre de précaires autour de la rédaction de Mediapart. Une autre information qui est à prendre en considération et qui est importante, et là encore, c'est grâce à un travail que le SPIL a fait sur ses adhérents, je crois que ce n'est pas la même enquête, c'est une analyse sur les arrêts d'activité. Et là, j'ai donc quelques éléments qui concernent l'année 2023. On aurait par exemple en 2023 23 arrêts d'activité sur donc à peu près un peu plus de 250. Ça veut dire qu'on aurait quand même un taux de renouvellement, si cette année-là est une année, je dirais, type, qui serait quand même de l'ordre de 10% par an. Ce qui est évidemment, c'est un secteur nouveau, c'est normal effectivement qu'il y ait des phénomènes d'arrivée de nouveaux entrants et qu'il y ait aussi des départs, mais c'est un élément effectivement intéressant. Dans son analyse, le SPIL avait interrogé ces entreprises sur ce qu'étaient les facteurs de ces abandons, qui sont aussi assez intéressants. Le premier, c'était la fragilité des modèles économiques. Ça ne nous surprend pas tout à fait dans un secteur nouveau. Le deuxième, c'est parfois aussi la fragilité de certains projets éditoriaux. On a quelque chose de plus préoccupant, et hélas, pour avoir travaillé sur cette question-là avec un autre statut, c'est aussi la question des aides publiques, qui n'arrivent pas forcément dans les conditions et les proportions qu'on imaginerait. Et puis, le dernier point, qui est, je crois, un point extrêmement... qu'on a eu beaucoup en tête avec un certain nombre de dossiers, c'est la dépendance directe ou indirecte de ce secteur-là par rapport aux grandes plateformes numériques, quoi. Là, je vous renvoie à un article du Monde qui est paru il n'y a pas très longtemps, un article de Fabrice Lamelet sur ce qui s'est passé à Combini ou autre, au travers des changements d'algorithmes qui se sont produits sur certains réseaux sociaux et qui mettent en évidence effectivement la dépendance, en tout cas, de ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux et de ceux qui sont très dépendants des audiences générées. Voilà, c'est quelques éléments que j'ai réunis pour l'année. Bien sûr, c'est une version synthétique, d'autant plus qu'on a un certain nombre de choses à faire maintenant. Vous retrouvez sur le site des Assises la version complète du baromètre, comme chaque année, ce qui veut dire chaque dossier social, notamment que j'ai évoqué pour la presse régionale, etc., est précisé, décrit, etc. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et en conclusion, eh bien, cette intuition de devoir travailler sur le focus sur la presse numérique d'information indépendante intervient au moment où cette presse numérique d'information signe un accord sur les niveaux de rémunération, et je vous propose que les signataires, qui devraient être là, ils ne sont pas tous là, nous rejoignent pour vous expliquer ce qu'il y a dans cet accord et ce que cet accord représente dans l'évolution de cette forme de presse. Plutôt là, je crois que vous avez des micros là. Merci à vous, et je suis à votre disposition, pas maintenant, mais éventuellement après cet échange, si vous avez besoin d'informations précises. Merci beaucoup Jean-Marie. Donc je suis Laurent Mauriac, je suis le coprésident du SPIL, donc le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Je suis accompagné de Marie-Hédin Christophe qui est vice-présidente, et tous les deux, donc on a négocié avec nos comparses des organisations syndicales, donc avec le SNJ-CGT, avec la CFDT. Et on est très heureux effectivement de vous annoncer qu'on vient à l'instant, parce que c'était il y a à peine une demi-heure, de signer en fait une grille des qualifications et des barèmes minima des membres du SPIL.
Alors, pourquoi c'est historique? Et on n'hésite pas à le dire, pour reprendre le mot de Pablo Eckel à ma droite, parce que c'est le premier accord de ce type qui est signé depuis l'apparition du numérique, depuis le XXIe siècle. Les grilles existantes sont relativement anciennes, et donc ça nous a permis de faire tout un travail de réflexion et de modernisation et d'innovation qui, on l'espère, va inspirer peut-être d'autres formes de presse pour moderniser leur grille. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire une grille qui soit très accessible, parce qu'on a tenu compte de la population de nos membres. Donc, Jean-Marie en a parlé un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des membres qui sont de toute taille. Donc, effectivement, Mediapart est membre du SPIL, Contexte est membre du SPIL, Que Choisir est membre du SPIL, le groupe Indigo Publications, qui édite La Lettre, par exemple, et plein de publications professionnelles, est membre du SPIL. Mais on a aussi de très nombreuses, très petites publications qui même peuvent être réduites à une seule personne ou à un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef qui travaille essentiellement avec des pigistes. Donc on a cette réalité-là, et donc on a dit à nos partenaires, voilà, on va sans doute pas pouvoir être mieux-disant sur le plan des barèmes minima. En revanche, on peut faire avec vous un travail d'innovation. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire. Et je voudrais juste insister sur un point qui me semble particulièrement important, c'est d'imaginer la possibilité d'avoir des progressions de carrière qui ne passent pas nécessairement par des prises de fonctions hiérarchiques. Et en fait, trop souvent, quand on regarde les grilles de presse habituelles, vous avez reporter, secrétaire de rédaction, etc. Et après, si vous voulez ensuite progresser, il faut devenir chef de service, il faut devenir rédacteur en chef. Et c'est la seule voie de progression de progression de carrière. Et donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est des paliers de progression de carrière qui prennent en compte d'autres critères, comme l'approfondissement de sa compétence principale, le fait d'acquérir ou de consolider des compétences additionnelles, le fait de développer une expertise. Et donc ça, c'est quelque chose de très très nouveau. Et pour conclure, avant de passer la parole à nos partenaires, je voudrais vraiment saluer le travail qui a été fait pendant 2 ans. Il y a eu une qualité de dialogue entre nous vraiment à laquelle, on peut le dire, en fait, on ne s'attendait pas. On a eu vraiment des dialogues hyper riches, très constructifs, et on se retrouvait à peu près tous les 2 mois. Il y a eu aussi un gros travail entre les séances de négociation, et donc ça nous a permis d'aboutir à ce résultat. Et aussi remercier les assises, parce que c'est grâce aux assises qu'on a eu le dernier petit aiguillon qui nous a permis d'avancer et de faire les derniers mètres jusqu'à la signature, en nous fixant cette échéance qui était aujourd'hui. Et nous, on a fait voter nos adhérents en début de semaine. Et ce qui est aussi à saluer, c'est qu'on a eu 100% d'adhésion à la grille. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important, parce que parfois, et à tort, quand on pense presse en ligne, on se dit ah, voilà, c'est un peu la jungle, des pratiques sociales pas toujours évidentes, etc. Mais au sein du SPIL, nous, on met un point d'honneur à ce que tous nos membres soient vertueux. On a dit d'ailleurs à nos partenaires, si vous avez des remontées d'entreprises où ça ne se passe pas de façon correcte, signalez-nous, et à ce moment-là, nous, on se fera fort de mener un travail de médiation, et ça a été fait avec la CFDT notamment, de mener un travail de médiation et d'essayer d'arranger les choses. Et oui, la presse en ligne, en tout cas celle qui est incarnée par le SPIL, elle est socialement plus que... elle est vertueuse, elle joue le jeu, elle a signé la convention collective, et aujourd'hui, elle signe une grille avec nos partenaires, et on en est très heureux et très fiers. Oui, merci Laurent, bonjour à toutes et tous. Je suis Antoine Chusville, secrétaire général du syndicat national des journalistes, et j'ai eu moi aussi le plaisir il y a quelques minutes de signer cet accord, qui est le fruit de plus de 2 ans de négociations pour parvenir à donner un cadre social à plusieurs milliers de journalistes, entre 2 et 3 000 selon les comptes de Jean-Marie et du SPIL. C'est important, ça n'existait pas jusqu'ici, donc c'est la preuve aussi que même si les négociations ont pris beaucoup de temps, et je salue mes camarades Vincent et Claire qui ont beaucoup œuvré pour qu'elles puissent avancer pendant 2 ans, on peut aboutir à un accord qui fixe un cadre social, des minima de salaire pour les journalistes
mensualisés en CDI, mais aussi des minima pour les tarifs au feuillet, à la pige. Il y a quelque chose d'important qui est une clause de revoyure qui est dans l'accord, qui doit nous permettre d'améliorer la base qu'on vient de signer pour que cette grille ne soit pas figée et que ce ne soit pas un plancher, mais au contraire un premier étage sur lequel on pourra construire, je l'espère, de nouveaux tarifs et améliorer la grille existante. Voilà, c'est aussi un signal envoyé à d'autres formes de presse où nous n'arrivons pas à aboutir, alors qu'on y est parvenu au bout de 2 ans avec le SPIL. C'est une bonne nouvelle. Donc, rien n'est impossible, y compris dans la presse française. On peut créer quelque chose, on peut signer des accords à l'unanimité des organisations syndicales. C'est un très bon signal et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là, même si c'est l'aboutissement aujourd'hui de plus de 2 ans de travail. Alors merci Antoine, comme Laurent l'a dit, donc je suis Pablo Ekel, secrétaire général du syndicat national des journalistes de la CGT, secrétaire général juste depuis 6 mois, mais je fais partie des négociations dès le départ, donc avant même d'être SG, et comme il l'a dit, il ne s'attendait pas à une telle qualité de dialogue. Il faut que je le dise, pendant toute l'année 2022, j'ai beaucoup poussé, notamment sur Twitter, pour que ces négociations s'ouvrent ici aux Assises. Je les ai interpellés parce qu'on disait on attend quand même depuis 2016, on a beaucoup insisté. Et quand on a commencé à parler, je leur ai dit donnons-nous tout le temps nécessaire parce qu'on doit construire quelque chose, ça va nous prendre du temps. Quand je dis que ça pouvait nous prendre 1 an, ils m'ont dit tu penses que ça va être si long? Finalement, j'ai été court, ça a duré 2 ans au lieu d'1. C'est, comme tu l'as dit, le premier du siècle. Les autres datent des années 80. Donc, il y a d'autres immeubles qui ont été construits à une autre époque, qui ont été rénovés, rafistolés d'une manière ou d'une autre. Là, il s'agissait de construire de zéro quelque chose. Donc, il nous a fallu chercher des données, comprendre quels étaient les profils des entreprises, les profils des journalistes pigistes qui travaillaient pour le SPIL, etc. Donc, on remercie beaucoup à Audience, à Marianne Chollet qui est là, qui nous a beaucoup aidé sur ces chiffres. Tout ça, ça prend du temps d'analyser comment faire un socle commun pour des entreprises qui sont si différentes. Je remercie vraiment beaucoup le SPIL pour la qualité de dialogue, que ça sert d'exemple, comme l'a dit Antoine, à d'autres formes de presse. La presse quotidienne nationale n'a pas fait des négociations annuelles obligatoires depuis 2018. Donc on va commencer également à interpeller Pierre Louette parce que ça suffit. Ces temps, ça fait beaucoup trop. C'est un peu technique, mais la Convention collective des journalistes n'a pas de CPPNI, de commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. C'est obligatoire depuis 2016. C'est juste totalement fou qu'il y ait une si mauvaise qualité de dialogue social avec les patrons de presse. Et celui qu'on vient d'avoir avec le SPIL montre que c'est possible si on prend le temps, si on est constructif, d'essayer d'innover, de tenter des choses et d'analyser pourquoi telle chose peut aller, d'autres non. On a jusque lundi, on a fait évoluer les choses et on est vraiment très content. Pour être très concret, parce que je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas tous ces détails un peu juridiques de la négociation sociale, on est signataire parce qu'on est en train d'augmenter les salaires de plein de gens en fait. Il y a des journalistes pigistes qui vont avoir 13%, 20% d'augmentation de salaire. Ceux qui font même s'il y a un dégressif à partir du 6e feuillet, etc., il y a des gens qui étaient payés 300 € pour un long article, je ne vais pas citer les titres, mais qui demain vont être payés 400 €, et plus tard 450, et dans 2 ans, peut-être près de 500. Donc voilà, ça, c'est très concrètement, il y a des augmentations de salaire pour les plus précaires, et pour nous, c'est super important, c'est une belle réussite. Merci beaucoup. Moi, c'est Élise Descamps, je suis secrétaire générale de CFDT Journalistes. Donc, j'ai participé à ces négociations à côté de mon camarade Laurent Villette, négociateur de branche en presse écrite. Voilà, c'est vraiment une satisfaction d'avoir abouti à cet accord dans cette forme de presse en particulier qui est si importante, en particulier dans notre époque de concentration des médias, de risque démocratique. La presse indépendante, il faut la soutenir. C'est une presse qui est souvent créée par des journalistes qui prennent le risque de l'aventure entrepreneuriale, ce qui n'est pas évident.
Donc ça, on peut le saluer aussi. C'est parfois une aventure difficile pour certains, une réussite pour d'autres. En tout cas, c'est souvent un parcours d'innovation et qui contribue beaucoup au pluralisme de l'information dans notre paysage français. Donc ça, c'est important de le saluer. On est particulièrement fiers d'accompagner ce secteur. Et on sait que c'est pas facile d'être dirigeant, surtout quand on était salarié et qu'on n'a jamais voulu être dirigeant, qu'on a voulu juste créer un média. Et donc on sait que c'est pas facile. Il y a plein de choses, il faut apprendre à faire des fiches de paye, etc. C'est pas évident. Et nous, les représentants des salariés, on est là pour proposer un cadre, enfin pour contribuer à la création d'un cadre. Rappeler la réalité de certaines catégories de personnes. Et en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un degré de proximité qui est peut-être plus fort qu'ailleurs, du fait qu'on a partagé pour certains déjà des parcours communs, et une ouverture. Une petite incise, je pense que c'est la première grille où on utilise l'écriture inclusive. Donc, ce n'est plus marqué directeur, mais directeur-directrice dans la grille, entre autres fonctions. Donc ça, c'est aussi ça y participe quelque part. C'est aussi une grande satisfaction pour les pigistes en particulier. Je pense que c'est pas forcément un hasard si actuellement les secrétaires généraux de des 4 syndicats représentatifs, 2 des 4 secrétaires généraux sont pigistes, Pablo et moi. Il y a eu d'autres pigistes qui se sont investis dans ces négos. En tout cas, c'est important que des pigistes s'investissent. Et en tout cas, ça va être un progrès pour beaucoup de pigistes qui étaient payés en dessous des barèmes qui vont être maintenant en vigueur. Voilà, on espère que ça va contribuer à réduire la précarité. Et puis, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent paraître des détails, mais qui sont peut-être des simples rappels de la loi, mais qui parfois dans d'autres branches qu'on n'arrive pas à faire écrire noir sur blanc. Et là, c'est écrit noir sur blanc que le CDD d'usage, c'est pas possible pour les journalistes, qu'on doit être payé en fin de mois de travail. Voilà, c'est peut-être des petites choses, mais c'est énorme pour les personnes concernées. Voilà, donc on est vraiment heureux d'avoir fait de la dentelle ensemble. On espère maintenant la poursuivre parce que c'est qu'une première brique. Mais en tout cas, merci à tous pour ce dialogue. Marie a un mot aussi, parce qu'elle a participé à l'année. Très rapide, merci. Donc oui, je suis vice-présidente du SPIL et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression que dans ces échanges, on a fait tomber quelques caricatures sur les casquettes respectives. Je pense que c'est surtout ça. Et le SPIL, c'est ça, je pense qu'il faut entendre, c'est aussi le syndicat des nouveaux médias. Donc on pourrait se dire que parfois, le travail syndical de hausse des minima peut se faire sur des postures qui sont pas forcément adaptables à des gens qui veulent lancer un média pour démarrer. Et en fait, là, je crois que ce qu'on a réussi à faire, c'est justement de faire entendre ça à nos partenaires sociaux, en disant, voilà, il faut attendre 2 ans quand on se lance en tant que nouveau média avant de appliquer cette grille, parce que c'est normal d'avoir un sas de démarrage. Par contre, nous, en tant que syndicat SPIL, comme justement on a l'habitude d'accompagner les nouveaux médias, on va être là pour faire de la pédagogie autour de cette grille et dire c'est normal, vous vous lancez, nouveaux médias, mais dans 2 ans, vous devrez être à la hauteur des attentes de ce qu'est un employeur en fait. Et je crois que ce chemin respectif, on a pu le faire, à la fois faire tomber des images et des idées reçues sur les employeurs, mais également rendre une grille qui soit vraiment fidèle à cette typologie d'adhérents qu'on a, parce qu'il y a un chiffre qui n'a pas été donné tout à l'heure, mais sur nos 250 adhérents, en fait, 140 ont été chiffrés par audience, pour la simple et bonne raison que sur les 250, il y en a 140 qui sont employeurs, ce qui veut dire qu'il y en a 110 qui sont encore en société unipersonnelle, avec un ou une mandataire sociale et qui n'est pas encore employeur. Donc cette logique vraiment d'avoir un vivier de nouveaux médias et de nouveaux entrants, nous, c'est notre rôle de les accompagner et on est vraiment un syndicat qui prend ses adhérents par la main pour trouver de l'argent avec la bourse à l'émergence, par exemple, ou le FSDP, mais aussi pour devenir un employeur responsable, je crois. Merci à vous. Merci.